Les 5 énergies de sagesse, chapitre 2. Où donc se trouve l'énergie? Un matin, j'écoutais de la musique classique à la radio. L'animateur qui présentait la symphonie numéro 5 de Beethoven déplorait que tant de mots aient été dits pour tenter d'expliquer cette œuvre puissante. Il a fini par dire « c'est tout simplement de l'énergie pure, du pur Beethoven ». J'ai éclaté de rire en constatant qu'il tentait essentiellement d'inciter les gens à aller au-delà de leurs concepts et de se relier directement au pouvoir de la musique, oui. Le monde que nous percevons, conceptualisons et croyons connaître n'est une réalité qu'en surface. Au-dessous se trouve un royaume magique, plus insaisissable, mais plus vivant. Toutes les traditions philosophiques, spirituelles et religieuses, toutes les formes d'art aux quatre coins du monde et à travers les siècles de présence humaine nous enseignent cette réalité profonde. Dans ce livre, nous désignons cette force puissante et étonnante sous le nom d'énergie. Évoluer dans le monde sans se relier à cette énergie est comme chercher l'amour dans des romans à l'eau de rose. On ne connaît pas vraiment l'amour avant d'être amoureux. De même, on n'est pas vraiment dans le monde tant qu'on ne s'y engage pas sur le plan énergétique. L'énergie est l'aspect vibrant de l'être, la qualité, la texture, l'ambiance et le ton de ce qui est animé et inanimé, visible et invisible. C'est le dynamisme de base de notre existence. Elle imprègne notre monde interne, psychologique, ainsi que le monde externe, phénoménal. Elle existe dans ce que nous voyons, sentons, goûtons, touchons, entendons et ressentons. Les gens expriment leur énergie par des attitudes, des émotions, des décisions et des actions. De plus, nous exprimons l'énergie, chacun à notre façon, par notre posture corporelle, nos expressions faciales, nos habitudes, notre choix de mots, notre ton de voix et notre débit. L'énergie est la force de la vie, notre puissance naturelle ou notre robustesse. Elle réside dans notre respiration. Lorsque notre respiration change, nos émotions changent, nos mouvements changent et notre perception du monde change en conséquence. Lorsque notre énergie vitale est masquée par des émotions, des opinions et des concepts forts, notre perspective se rétrécit et notre force diminue. Lorsque nous sommes exempts de ces blocages, notre puissance est libre de se détendre, de s'étendre. Notre puissance est libre de s'étendre. D'un moment à l'autre, notre expérience est faite de sensations physiques, de sentiments, de pensées et de perceptions. Nous relions cette profusion d'éléments en perpétuel mouvement pour créer ce que nous appelons « moi », « mon expérience » et « le monde ». Par exemple, lorsque nous mangeons une pomme, nous la voyons, nous la touchons, nous la goûtons, puis nous décidons si elle nous plaît ou non. Si nous regroupons tous ces éléments, il s'agit de l'expérience de manger une pomme. Lorsque nous ne sommes pas retenus par la forte conscience de soi qui provient de l'élaboration de scénarios ou de la transformation de nos expériences en identité, nous pouvons nous relier à notre énergie intérieure. Sans les filtres, la qualité énergétique de notre existence est plus fluide, fragmentée, illusoire et chatoyante. Sans la forte conscience de soi pour obstruer le flux, il est agréable de faire l'expérience de soi-même. L'énergie est aussi une façon de comprendre le karma, la notion bouddhiste de la cause et des conséquences. La construction énergétique d'une situation produit une situation énergétique correspondante. Nos pensées, nos paroles, nos actes produisent des résultats inévitables. Le bouddhisme traditionnel considère que ces schèmes nous suivent tout au long de notre vie, ce qui crée notre karma, bon ou mauvais. Travailler sur nous-mêmes, sur notre énergie, est la clé de la création d'un bon karma. Les forces de la nature sont une énergie fondamentale à l'état brut. La terre est solide, ferme et fiable. Elle constitue une bonne fondation et un sol nourricier.
L'eau est fluide, changeante, elle peut être puissante et s'écouler, ou stagnante et réfléchir. Le feu est espiègle et intense, chimérique et passionné, impossible à saisir. L'air peut se manifester sous la forme d'une brise rafraîchissante et légère, qui semble harmonieuse, ou sous la forme d'un violent ouragan. Il est plus difficile de faire l'expérience de l'énergie fondamentale dans une ville où nous nous préservons des éléments en créant des constructions, tout comme nous nous préservons de la réalité énergétique en élaborant des scénarios. Nous confinons la terre à des plantes en pot et à des jardins bien soignés, nous limitons l'eau aux lavabos, aux baignoires et aux cuvettes, nous limitons le feu au foyer et au four, et nous limitons l'air aux ventilateurs, aux évents et aux climatiseurs. Il n'y a rien de mal à cela, bien que le fait de domestiquer les éléments tende à nous éloigner de leur magie. Nous pouvons susciter l'énergie par l'expression créatrice. Par exemple, dans une pièce de danse-théâtre autobiographique, je suis passée par différents stades émotifs en me concentrant non sur des événements précis de la vie, mais sur leur énergie affective. En frappant sur un sac de sport suspendu, un punching ball, et en répétant « peut »,« devrait »,« fait », jusqu'à ce que cela devienne un cri, j'ai suscité une énergie masculine. Puis, pendant que je courais sur la scène, les sentiments que je ressentais quant au décès de ma mère ont transformé en un cri l'énergie émotionnelle de la question. « Maman, pourquoi m'as-tu quittée en mourant ?» Nous pouvons aussi voir les gens comme des manifestations de différentes énergies. Imaginez un instant que de bons amis pénètrent dans votre salon. Au lieu de les voir comme les Julie ou Stéphane que vous connaissez si bien, effacez l'image familière que vous en avez et penchez-vous sur leurs qualités énergétiques. Observez la Julie pétillante et enjouée qui se déplace avec fluidité. Observez Stéphane qui se déplace lentement avec un doux sourire conciliant et qui ne perd jamais son calme. Tous deux expriment leur énergie particulière, leur qualité, leur ton et leur rythme, leur danse, leur chanson. La plupart du temps, nous songeons au monde matériel comme à une matière solide, et pourtant il y a aussi son aspect énergétique. Une table est une table, nous remarquons rarement l'énergie qui en émane. Une table lisse et brillante ne dégage pas la même énergie qu'une vieille table. La grosse chose au milieu de la cour, qui a des racines, un tronc, des branches et des feuilles, nous l'appelons un arbre. Nous en savons un peu sur les tables et sur les arbres, et pourtant nommer les objets et les conceptualiser n'est pas comme d'en faire l'expérience à un niveau énergétique. Dans de nouveaux environnements, nous aurons probablement conscience de la réalité de l'énergie parce que nous avons moins de préjugés pour filtrer nos perceptions immédiates. La conscience est encore rehaussée si nous ne connaissons pas la langue, car nous serons moins distraits par les mots. Un jour où je voyageais en train dans les Alpes, nous traversions un long tunnel menant de la Suisse alémanique à la Suisse italienne. Même si, à l'époque, j'ignorais ce qui avait changé, j'ai ressenti vivement la différence immédiatement en sortant du tunnel. Je savais de tout mon être que j'étais dans un espace d'énergie différent, une ambiance différente. L'air était plus chaud et plus doux, les couleurs étaient plus brillantes et mon corps était détendu. La fraîcheur de mes perceptions sensorielles me mettait en lien avec les gens et les lieux. Fournir l'énergie ambiante appropriée à une situation peut rehausser celle-ci. Une école de langue du Minnesota illustre cette situation en créant différents villages pour chaque langue qui y est enseignée. Chaque village est la réplique miniature d'un pays et comporte l'architecture, la nourriture, etc. appropriée. Les gens apprennent plus facilement parce que la langue est évoquée par l'énergie des environs. En voici un exemple. J'ai passé mon enfance en Turquie. Quand j'avais 8 ans et que ma sœur avait 10 ans, nous avons passé 2 années sabbatiques aux États-Unis. Sur le navire qui nous ramenait en Turquie, ma sœur et moi nous sommes rendus compte que nous avions complètement oublié la langue turque. Les leçons que notre père nous donna sur le pont du navire n'y changèrent rien. Le voyage prit fin.
le navire approchait du port d'Istanbul. Il accosta, et on sortit la passerelle. Nos amis turcs se précipitèrent vers nous en nous lançant des cris de bienvenue, et nous nous élançâmes vers eux en leur parlant couramment en turc, complètement inconscientes du fait que cette langue nous était revenue d'un seul coup. Toutes les cultures du monde ont trouvé des façons d'explorer, de célébrer et d'exprimer la réalité énergétique dans leurs religions, leurs arts et leurs traditions philosophiques. Dans les mythologies grecques et romaines, ainsi que dans les religions orientales, telles que le bouddhisme, l'hindouisme et le shintoïsme, des déités symbolisent différentes énergies. Dans le bouddhisme Vajrayana, les 5 énergies de sagesse sont traditionnellement présentées comme les 5 familles de Bouddha et sont personnifiées par des déités symboliques depuis plus d'1 millier d'années. Les Amérindiens voient les énergies fondamentales comme des esprits. Les bouddhistes et les hindous suscitent des énergies particulières en psalmodiant des mantras, c'est-à-dire la répétition de certains sons ou de certains mots. Des peuples africains et australiens se servent de danses rituelles pour appeler des énergies ou des esprits. Que ce soit dans les arts, les sciences ou les religions, une superposition de concepts culturels peut bloquer notre expérience de l'énergie. Les symboles perdent leur pouvoir parce que nous les objectivons. Par exemple, en objectivant les énergies pour en faire des déités religieuses, nous pouvons perdre de vue la pertinence de leur énergie intérieure dans notre quotidien. Nous les considérons comme distinctes de nous-mêmes. Mais dans mon expérience de praticienne du bouddhisme Vajrayana, j'ai découvert qu'il est possible, en considérant les 5 familles de Bouddha comme des énergies fondamentales, de combler le fossé entre leur représentation symbolique et notre expérience. Les romanciers, musiciens, peintres, danseurs et poètes se mettent tous au diapason de l'énergie dans leur art. La musique exprime l'éventail complet d'énergie, depuis le pizzicato des violons jusqu'au tempo de la batterie, en passant par le rythme enlevant de la guitare rock. Le ballet classique, la danse folklorique européenne et le slam suscitent chacun une énergie exceptionnelle. Dans les arts visuels, il se dégage des toiles impressionnistes de Monet et de Van Gogh, une énergie très différente de l'art abstrait de Mondrian ou de Klee. Les œuvres d'art classique sont souvent celles qui suscitent avec le plus de grâce et de puissance les énergies universelles et qui les communiquent à leur auditoire. Les pratiques comme l'acupuncture et le feng shui et les disciplines corporelles comme les arts martiaux et le hatha yoga font précisément appel à l'énergie comme moyen de guérison. Ces disciplines sont fondées sur le travail avec les méridiens, soit les canaux d'énergie du corps. Le principe de base est que notre énergie se déplace le long de certaines lignes, mais au cours de la vie, particulièrement lorsque nous sommes malades, l'énergie est bloquée. L'acupuncture ou les postures visant à travailler l'énergie peuvent débloquer cette énergie. La psychologie a constaté l'importance de l'énergie dans les thérapies axées sur le corps, comme la bioénergétique. La science cognitive et l'étude de la perception réunissent les mondes physiques et psychologiques au moyen de théories sur l'énergie. L'énergie peut être utilisée pour améliorer une fonction, comme le savent bien les athlètes et les danseurs. Observez les pirouettes, les chutes et les sauts d'une gymnaste, et la façon dont ils s'harmonisent avec l'énergie. En tant que danseuse, j'ai souvent trouvé que je me concentrais uniquement sur les aspects techniques d'un mouvement difficile, lever ma jambe au-dessus de la tête, tourner sur une jambe tout en arquant le dos, puis sauter à travers la pièce. Lorsque je me suis reliée à l'énergie de ce que j'étais en train de faire, le mouvement s'en est trouvé facilité et plus agréable. Je faisais appel à une image, atteindre le ciel avec ma jambe, enraciner dans le sol l'autre jambe qui me portait pendant mon arabesque, puis me sentir en apesanteur pendant le saut. Sensation est un mot que nous utilisons pour les expériences tant physiques que mentales. La sensation réunit le corps et l'esprit. C'est plus complexe que la douleur physique que nous ressentons lorsque nous nous cognons le genou. C'est plus subtil qu'une émotion comme la colère ou que les pensées relatives à ce que nous devrons faire demain. La sensation est comme un 6e sens, la capacité de s'harmoniser intuitivement avec ce qui se produit. Elle réunit l'intellect et l'intuition, le cœur et le cerveau. C'est la façon dont nous faisons l'expérience de l'énergie.
Un langage courant reconnaissant la puissance de l'énergie s'est répandu depuis les années 1960, quand on pouvait entendre les gens parler de l'énergie en tant que vibration, comme dans « capter les vibrations d'une personne ou d'un lieu ». Le verbe « grok » a vu le jour, signifiant « comprendre intuitivement la situation ». Lorsqu'on grok quelque chose, on ressent la vibration d'une manière qui transcende les concepts. Aujourd'hui, on pourrait dire qu'une personne a de la présence ou qu'un lieu a de l'atmosphère. Un événement pourrait être qualifié d'intense et une personne de relax. Ces termes reconnaissent simplement que chaque personne de chaque situation possède une énergie perceptible. Travailler avec l'énergie nous branche sur notre expérience, d'une façon qui en révèle la nature illusoire ainsi que la nature illusoire du monde qui nous entoure. Nous constatons que le monde n'est pas solide comme il le paraît. Il est fait d'énergie en mouvement incessant. Il n'y a rien et pourtant il y a quelque chose. Par exemple, votre vue préférée dans un décor naturel est infiniment changeante, selon l'heure du jour, les saisons, le temps qu'il fait. Il n'existe pas de vue unique. On pourrait difficilement dire qu'il s'agit du même endroit en février et en août. Il en va de même pour nos corps, dont les éléments ont été réunis pour former ce qu'on appelle un humain, qui se désintégrera à notre mort.